Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans les campagnes isolées du Wisconsin, en Amérique profonde. Entre solitude, obsession et horreur, découvrez l'histoire interdite d'Edja. Dans une ferme délabrée, à l'écart du monde, vivait un homme discret, un voisin sans histoire, taciturne, presque invisible. Mais derrière les volets clos et la poussière, se cachaient des secrets indicibles. Des objets fabriqués dans la peau humaine. Des restes soigneusement conservés. Et un passé marqué par une mère autoritaire, vénérée jusqu'à la folie. Une histoire de démence, de profanation, et de meurtre rituel. Mais le plus effrayant? Et si les cauchemars nés de cette histoire hantaient encore les films, et nos esprits? Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre réalité sordide et légendes macabres. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Le Wisconsin. Un état paisible, froid, où les hivers figent les routes et les silences. C'est là, dans une ferme isolée près de Plainfield, qu'un garçon né en 1906. Son nom, Ed Gein. À première vue, rien d'exceptionnel. Un enfant comme tant d'autres. Mais dès ses premiers jours, son destin est déjà tracé. Et il s'écrit dans l'ombre. Sa mère, Augusta, est une femme austère, fanatique, rigide. Elle ne sourit pas. Elle ne console pas. Elle prêche. Jour et nuit, elle répète que le monde est mauvais. Que les femmes sont des créatures impures, corruptrices, destinées à la damnation. Sauf elle, bien sûr. Elle seule est vertueuse. Et Ed doit lui obéir. L'aimer. La vénérer. Le père, alcoolique, s'efface lentement. Battu par la vie, il ne s'interpose jamais. Alors Augusta prend toute la place. Et elle verrouille la maison. Pas d'amis. Pas d'école, ou si peu. Pas de conversation sans son accord. Pas de rire ou de jeu. Le monde extérieur est un danger. Les femmes, des tentatrices. Et Ed, un garçon fragile, malléable, que sa mère façonne jour après jour. Comme une sculpture d'argile. Mais une sculpture enfermée dans une vitrine. Il grandit dans un silence épais. Les seuls bruits sont ceux des prières, des sermons, et du vent contre les vitres. Il devient un enfant étrange. Silencieux. Soumis. Avec un regard toujours baissé, et ce sourire discret, presque trop doux. On le croise parfois, au marché ou dans les bois. Il ne parle que peu. Il semble ailleurs. Déjà, à la frontière entre deux mondes. Dans cette ferme isolée, ce qui aurait pu être une enfance devient un enfermement. Une cellule avec des rideaux. Une prison sans barreaux. Et dans cette solitude imposée, quelque chose se fissure. Ed Gein ne deviendra pas un homme comme les autres. Parce qu'il n'a jamais eu le droit d'être un enfant comme les autres. La guerre se termine. Le monde respire enfin. Mais dans une ferme perdue du Wisconsin, c'est un autre monde qui s'effondre. Augusta Gein meurt. Ed a 39 ans. Il n'a jamais quitté sa mère. Jamais réellement vécu sans elle. Elle était sa voix, sa loi, sa lumière, et son ombre. Quand elle s'éteint, ce n'est pas un simple deuil. C'est un gouffre. Un effondrement. Le seul pilier de sa vie s'écroule, et avec lui, toute capacité à fonctionner dans le monde réel. Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il conserve sa chambre intacte, comme figée dans le temps. Les draps sont tirés. Les objets à leur place. Pas un grain de poussière. C'est devenu un sanctuaire. Ed s'installe dans une autre partie de la maison. Un espace restreint, chaotique, sale. Il s'enfonce dans l'isolement, dans la mélancolie, dans une confusion de plus en plus profonde. Il erre dans la ferme, parle seul, rit parfois sans raison. Il relit les anciens sermons de sa mère, rejoue leurs conversations dans sa tête. Mais peu à peu, une idée germe. Folle. Troublante. Inévitable. Si la mort l'a séparée d'elle, peut-être existe-t-il un moyen de la ramener. D'une manière ou d'une autre. Il ne parle de cela à personne. Mais dans son esprit, une certitude se forme. La chair peut mourir, mais l'amour d'un fils peut la recréer. Alors il attend. Il observe. Et dans le silence de sa maison, il prépare ce que personne n'aurait osé imaginer.
Car pour Ed Gein, le monde sans sa mère n'a plus de sens. Et quand le monde perd son sens, le monstre commence à naître. Les nuits sont longues dans le Wisconsin. Et dans l'obscurité, les pensées les plus noires trouvent refuge. Ed Gein, seul dans sa ferme, ne dort presque plus. Il tourne en rond, lit les journaux, cherche les avis de décès. Il repère les noms, les âges, les lieux d'inhumation. Puis, un soir, il prend une pelle. Il attend que le vent se lève, que les routes se vident, que la lune soit haute mais voilée. Et il se rend au cimetière. Ce n'est pas de la colère, ni une pulsion incontrôlable. C'est une mission. Calme, méthodique, sordidement logique. Il creuse. Il ouvre les cercueils. Il choisit les corps avec soin. Il ne cherche pas des victimes. Il cherche des fragments. Des morceaux. Des morceaux pour reconstruire. La peau, les os, les organes. Tout est trié, emballé, rapporté dans le coffre de sa voiture. Et ramené chez lui, dans la ferme. Là, il commence à travailler. Il tanne la peau. Il fabrique des objets. Des vêtements. Des masques. Sa véritable obsession prend forme. Se fabriquer un costume de femme. Mais pas n'importe quelle femme. Sa mère. Il veut sentir sa présence. Il veut l'habiter, la devenir. À l'extérieur, tout semble inchangé. Le vieux garçon, un peu simple, timide, étrange, mais inoffensif. Mais à l'intérieur de la ferme, un monde irréel s'installe. Un monde fait de silence, de chair volée, de fantasmes morbides. Un monde où les morts n'ont plus de repos. Et où Ed Gein, doucement, perd toute frontière entre réalité et folie. La ferme de Plainfield, vue de l'extérieur, semble abandonnée. Les volets sont tirés. Le bois grince. L'herbe monte jusqu'aux genoux. Personne ne s'approche. Et ceux qui l'ont fait, n'y sont jamais restés longtemps. Car à l'intérieur, ce n'est plus une maison. C'est un tombeau. Un musée macabre que seul Ed Gein visite, entretient, habite. Les objets du quotidien ont disparu. À leur place, des horreurs. Des fragments de cadavres, travaillés avec soin, transformés, exposés. Un crâne devient un bol. Une paire de lèvres humaines, séchées et accrochées à une ficelle, pend comme une décoration. Des abats, suspendus au plafond, se balancent au gré des courants d'air. Des chaises recouvertes de peau humaine. Des abat-jours cousus main. Et, dans une pièce sombre, des masques, cousus avec patience, découpés avec précision. Des visages volés, tendus sur des formes en bois. Certains ont encore les yeux. C'est un univers figé dans la mort. Et pourtant, Eddie vit. Il s'y promène comme dans un salon. Il nettoie. Il ajuste. Il range. Tout est à sa place. La chambre de sa mère, elle, reste intacte. Intouchable. Propre, sacrée, fermée à clé. Rien ne doit troubler ce sanctuaire. Mais ailleurs, la maison devient le reflet de son esprit. Un dédale de folie. Un cauchemar étalé sur les murs. Personne ne sait. Les voisins le saluent, parfois. Il leur parle de la météo, de son potager. Ils repartent, un peu mal à l'aise, mais sans poser de questions. Et dans l'ombre de sa ferme, Ed Gein continue son œuvre. Non pas comme un tueur, mais comme un artisan de l'horreur. Un fils dévoué à un amour devenu monstrueux. Pendant longtemps, Ed Gein se contente des morts. Il creuse, il récupère, il transforme. Dans son esprit, il ne fait de mal à personne. Il ne tue pas, il emprunte. Mais cette frontière, déjà floue, commence à s'effriter. Les corps du cimetière deviennent difficiles à manipuler. Trop abîmés, trop lourds, trop lointains. Et surtout, ils ne suffisent plus. Une nuit, dans le silence de sa cuisine, Ed comprend quelque chose. Il n'a pas besoin d'attendre la mort. Il peut la provoquer. Pourquoi se fatiguer à déterrer des corps, quand il peut créer ses propres trophées? Des corps plus frais, plus malléables, plus vivants. La pensée le traverse, le glace. Puis elle s'installe. Comme un murmure, puis comme une évidence. Et la bascule s'opère. Discrètement.
froide comme une lame affûtée. Ce n'est plus seulement le passé qu'il veut ramener. C'est le pouvoir de choisir, de créer, de façonner sa mère à nouveau, morceau par morceau, peau par peau. Il observe les femmes en ville, celles qui lui rappellent Augusta, leur voix, leur port de tête, leur silhouette. Et un jour, il passe à l'acte. Silencieusement, efficacement. Le monstre n'est plus dans les cimetières. Il marche désormais au grand jour. Il sourit. Il attend. Et quand l'occasion se présente, il frappe. Ce n'est plus un profanateur. Ce n'est plus un nécrophile. C'est un meurtrier. Et dans la ferme, la collection s'agrandit. Plainfield, Wisconsin. Une petite ville sans histoire. Jusqu'au jour où Mary Hogan, tenancière d'un bar local, disparaît sans laisser de traces. Elle est connue pour son franc-parler, sa voix grave, son rire tonitruant. Le genre de femme qu'on remarque. Le genre de femme qu'Ed Gein, dans ses silences, observe. Un matin, les habitués du bar trouvent les lieux vides. Le comptoir est encore en place, les verres non lavés. Mais sur le sol, des traces de sang. Beaucoup de sang. Pas de lutte apparente. Pas de témoins. Rien, sauf un doute qui s'installe. On interroge les voisins. On cherche des indices. Mais Ed Gein, ce vieux garçon un peu bizarre, n'éveille pas de soupçons. Il passe pourtant souvent au bar. Toujours seul. Toujours discret. Lorsqu'on lui parle de la disparition, il répond avec un sourire étrange. Elle n'a pas disparu. Elle est juste chez moi. On rit. On croit à une blague de mauvais goût. Personne n'insiste. Mais dans la ferme, Mary Hogan est bien là. Pas vivante. Pas entière. Mais là. Son visage, posé sur une étagère. Comme une œuvre. Comme un masque sacré. Le crime n'a laissé aucun bruit, aucune alerte. Juste un vide. Et un secret de plus, bien gardé derrière les murs décrépits d'une maison perdue dans les bois. La mort de Mary Hogan marque un tournant. Ce n'est plus un hasard. Ce n'est plus un dérapage. Ed Gein est passé de l'autre côté. Et personne, à Plainfield, ne s'en doute encore. Il vit comme un homme banal. Du moins, en apparence. Ed Gein continue à fréquenter les commerces. Il achète des conserves, du savon, un peu d'essence. Il salue les caissières, discute avec les vendeurs. Toujours poli. Toujours discret. Un peu étrange, peut-être. Mais pas menaçant. Les enfants du coin le croisent parfois. Ils disent qu'il sent bizarre. Qu'il parle seul. Qu'il a un rire étouffé, comme s'il se racontait des blagues qu'un autre ne comprendrait pas. Mais personne ne l'accuse. Il n'a pas d'antécédents. Il n'est pas violent. Juste, différent. Et pendant ce temps, dans sa ferme, l'horreur s'étend. Il continue ses travaux nocturnes. Il ajoute à sa collection. Des os, des peaux, des masques, des organes. Il les range, les expose, les porte parfois. Son obsession ne faiblit pas. Elle s'intensifie. Il parle à ses créations. Il leur donne des noms. Il recrée un monde où sa mère vit encore, où elle le guide, le gronde, le félicite. Il ne voit pas le mal. Il pense que c'est naturel. Qu'il ne fait que prolonger ce qui a toujours été. Il n'est pas fou, pense-t-il. Il est fidèle. Dévoué. Un fils aimant, malgré tout. Et c'est peut-être cela, le plus terrifiant. Il ne se cache pas vraiment. Il ne ment pas vraiment. Il vit dans une normalité tordue, construite sur des années de solitude, d'obsession, de douleur. Un monstre? Oui. Mais un monstre qui se croit normal. Et c'est pour cela que personne ne l'arrête. Pas encore. Le 16 novembre 1957. Plainfield s'apprête à fêter l'ouverture de la saison de chasse. Les rues sont calmes, les regards tournés vers les bois. Mais ce matin-là, la quincaillerie Warden reste fermée. Bernice Warden, la propriétaire, n'est pas là. Son fils, adjoint du shérif, s'inquiète rapidement. Il entre dans la boutique. Tout est en ordre, sauf une traînée de sang sur le sol. Et une facture. Sur le comptoir, en haut de la page, un nom écrit de sa main. Ed Gein. La dernière vente. La dernière personne à avoir vu Bernice vivante.
Il ne faut pas plus pour alerter les autorités. Les policiers se rendent aussitôt à la ferme Gain. Ils n'ont pas de mandat. Mais ce qu'ils découvrent, aucune loi ne l'avait prévu. Il fait nuit quand ils entrent. Ils avancent à la lampe torche. L'odeur est suffocante. Le sol colle sous leurs bottes. Les murs sont souillés, les objets renversés. Et puis, dans une dépendance, l'un des agents braque sa lampe. Et s'effondre. Accroché par les pieds, éviscéré, décapité. Le corps de Bernice Worden pend au plafond. Comme un gibier. Comme un avertissement. Dans la pièce principale, c'est pire encore. Des visages humains sur les murs. Des masques de peau, des mains, des seins conservés dans des bocaux. Des vêtements faits de chair. Un cœur dans une casserole. Un crâne évidé utilisé comme récipient. Le carnage dépasse l'entendement. Ce n'est plus une scène de crime. C'est une descente en enfer. Et Ed Gein? Il est calmement assis chez un voisin, comme si de rien n'était. Il ne tente pas de fuir. Il ne nie rien. Il confesse, sans trembler, sans même comprendre pourquoi on le regarde avec horreur. Ce soir-là, le voile se déchire. Le monstre est enfin dévoilé. Et l'Amérique entre dans l'une de ses légendes les plus sombres. Les enquêteurs fouillent la ferme pendant des jours. Chaque porte ouverte est un nouveau cauchemar. Chaque pièce, un témoignage de l'obsession. De la folie. Du sacrifice d'une vie à un seul nom, maman. Les murs sont couverts de peau. Des rideaux faits de lambeaux humains. Des abat-jours, des fauteuils, des gants cousus à partir de mains coupées. Des têtes humaines, conservées comme des trophées, posées sur des étagères. Dans une boîte, on retrouve un corset fabriqué à partir d'un torse féminin. Plus loin, une combinaison, entièrement conçue avec de la peau humaine. Taille ajustée. Couture soignée. Ed Gein l'enfilait la nuit, selon ses aveux. Il voulait redevenir sa mère, l'habiter de l'intérieur, la revêtir comme un costume sacré. Il ne tue pas pour tuer. Il tue pour reconstruire. Pour combler le vide. Pour ramener la seule personne qui est comptée dans son existence. Et dans cet univers, plus rien n'a de sens. La chair n'est plus sacrée. Les morts n'ont plus de repos. La maison est devenue un temple morbide, un mausolée construit à partir de souffrances et de souvenirs. La chambre de sa mère, intacte, contraste avec le reste. Propre, ordonné, figé. Un hôtel de silence au milieu du chaos. Les policiers sont bouleversés. Certains vomissent. D'autres quittent les lieux sans jamais revenir. Ce qu'ils découvrent dépasse les mots. Ce n'est pas seulement un crime. C'est un monde parallèle. Un miroir déformé d'une enfance brisée. Et dans ce monde, Ed Gein est seul, mais convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Face aux enquêteurs, Ed Gein ne s'agite pas. Il ne pleure pas. Il ne cherche pas à nier. Il s'assied calmement, les mains jointes, la voix douce. Comme un vieil homme un peu perdu. Mais ce qu'il raconte est inimaginable. Il parle des tombes ouvertes, des corps manipulés, des vêtements de peau qu'il portait pour se sentir proche d'elle. Il explique ses gestes avec une logique froide, détachée, presque naïve. Comme si tout cela avait un sens. Comme si le monde entier avait tort, sauf lui. Quand on lui demande pourquoi il a tué, il répond simplement « Parce que maman me l'aurait permis ». Il dit cela sans haine. Sans fierté. Presque avec tendresse. Les psychiatres sont appelés. Ils veulent comprendre. Mais comprendre quoi? La folie? La dévotion? L'absence totale de limite? Ils découvrent un homme profondément brisé. Un esprit figé dans l'enfance, obsédé par la figure maternelle, incapable d'exister autrement. Pas un tueur en série au sens classique. Un dérangé. Un profanateur. Un malade. Il n'a tué que 2 femmes. Mais il a volé la paix de dizaines de morts. Et l'imaginaire de tout un pays. Les médecins concluent. Inapte à être jugé. Il sera interné. Pas pendu. Pas exécuté. Pas condamné comme un criminel ordinaire. Mais pour l'Amérique, le mal a un nouveau visage. Et il n'a pas crié. Il n'a pas couru. Il a simplement souri, et dit qu'il avait voulu devenir sa mère. Le procès n'aura pas lieu. Du moins, pas comme on l'imaginait.
Les psychiatres sont formels, Ed Gein est atteint de psychose paranoïde, profondément délirant, incapable de distinguer le bien du mal. Il est donc jugé mentalement irresponsable. Pas de peine de mort. Pas de prison à vie. Ed Gein est interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, Central State Hospital, puis plus tard à Mendota. Et là, tout change. Il devient banal, docile, poli, attentif. Il lit beaucoup. Il jardine. Il discute avec le personnel, plaisante avec les infirmiers. Certains le décrivent comme un vieillard tranquille, presque attachant. Le public, lui, n'en revient pas. Comment cet homme, auteur de l'un des crimes les plus abjects du XXe siècle, peut-il avoir l'air si normal? Comment peut-il sourire? Dormir? Répondre à des questions comme si de rien n'était? Mais Ed Gein ne vit plus dans le même monde que les autres. Depuis longtemps, il s'est retiré dans un royaume intérieur, peuplé de souvenirs déformés, de voix imaginaires, et d'un amour malsain pour une mère morte depuis plus de 10 ans. Il passe plus de 20 ans dans ces murs. Sans incident. Sans crise. Un patient modèle. Et pourtant, chaque infirmier qui le regarde sait qu'il n'est pas un homme comme les autres. Qu'il a franchi des frontières que personne ne devrait traverser. Qu'il a brisé non seulement des corps, mais l'idée même de ce que peut être un être humain. À l'extérieur, sa légende grandit. On écrit sur lui. On chuchote son nom. On commence à s'inspirer de lui, pour la fiction. Mais Ed Gein, lui, se tait. Il vieillit. Il s'efface. Un jour, il cesse de jardiner. Puis de parler. Puis de marcher. Il s'éteint peu à peu. Comme si la mort, cette fois, voulait lui accorder ce qu'il a si longtemps refusé aux autres. La paix. Ed Gein meurt dans son lit d'hôpital, à l'âge de 77 ans. Calmement. Sans cri. Sans drame. Un vieil homme parmi d'autres. Mais à peine son corps refroidi, les murmures recommencent. Car Ed Gein n'était pas un simple patient. Il était devenu bien plus qu'un homme. Il était une ombre, un symbole, un monstre. Rapidement, son nom échappe à l'histoire pour entrer dans la légende. On le retrouve, transfiguré, dans les pages des romans noirs. Puis sur les écrans. Norman Bates, dans Psychose, dans Massacre à la tronçonneuse. Buffalo Bill, dans Le silence des agneaux. Tous sont nés de son reflet. Tous ont été façonnés à partir de son horreur. Et à Plainfield, sa ferme devient un lieu maudit. Un aimant à curieux, à journaliste, à obsédé du macabre. Jusqu'à ce qu'un jour, en 1958, elle soit réduite en cendres. Un incendie d'origine mystérieuse. Volontaire, sûrement. Comme si la terre elle-même avait décidé d'effacer cette cicatrice. Mais le feu n'efface pas la mémoire. Sa tombe, elle aussi, attire les visiteurs. On vient y poser des fleurs. Ou des pierres. Certains y gravent des mots. D'autres arrachent des morceaux de pierre. Et il se dit, la nuit, que le sol lui-même semble mal à l'aise. Car même enterré, Ed Gein ne repose pas vraiment. Il hante. Il inspire. Il dérange. Pas par ce qu'il a fait, uniquement. Mais par ce qu'il révèle. La noirceur n'est pas toujours bruyante. Elle ne porte pas toujours un masque. Parfois, elle est polie. Discrète. Serviable. Parfois, elle est un homme seul, dans une ferme tranquille. Qui voulait simplement ressusciter sa mère. Et a, ce faisant, ouvert les portes de l'enfer. Ed Gein est mort. Mais son histoire, elle, continue de vivre. Dans nos peurs. Dans nos films. Dans nos cauchemars. Car certains monstres ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent simplement de visage.